Dominique Nathanson, bonjour. Vous êtes membre de l'Union juive française pour la paix et vous avez coordonné cet ouvrage dont on va parler, Une parole juive contre le racisme, qui est paru aux éditions Sileps. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire un mot de l'Union juive française pour la paix, l'UJFP, une association fondée en 1994, si je ne me trompe pas. Au départ, c'est une association centrée sur la question du Proche-Orient, une association de juifs laïcs, engagés dans les mouvements sociaux, qui décident d'agir pour soutenir les droits du peuple palestinien et les droits à une paix juste, équitable, où chaque citoyen de la région du Proche-Orient voit le respect de ses droits. Par la suite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas rester sur la seule question d'Israël et des territoires occupés, qu'il fallait aussi s'investir dans les débats ici, ne serait-ce que parce que une série de campagnes se sont lancées en France même sur la question palestinienne, mais aussi dans les divers mouvements sociaux. Et donc ça nous a amené à parler aussi, par exemple, du racisme en France. Alors, ce livre traite bien sûr du racisme, mais y avait-il besoin d'une parole spécifiquement juive sur le racisme? À qui s'adresse ce livre? Alors d'abord, c'est une parole juive et pas la parole juive, parce que le problème quand même qu'on a, c'est qu'un certain nombre de gens usurpent le droit de représenter la totalité des juifs de France, comme si tous les juifs de France, par exemple, soutenaient la politique criminelle de l'État d'Israël. Et nous ne prétendons pas représenter les juifs, mais nous avons une parole juive sur cette question-là. Alors, évidemment, il y a une parole par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes souvent des enfants, petits-enfants de déportés, de gens qui ont vécu, ou d'enfants cachés, enfin, qui ont souffert, sinon nous directement, du moins au moins nos familles, dans la question de l'antisémitisme des années 30 et 40. Et donc ça nous donne une légitimité à parler sur le racisme. Et en même temps, nous sommes solidaires du peuple palestinien, et donc nous voyons aussi qu'il y a aujourd'hui d'autres formes de racisme, et donc nous voudrions intervenir aussi sur ces questions-là. Notre tradition juive, c'est quand même une tradition de juifs dispersés à travers le monde qui ont lutté contre les injustices, les juifs du Bund par exemple en Europe de l'Est, les juifs qui font de la diaspora un internationalisme, et donc ça nous amène à parler aussi de ces questions-là. Alors dans ce livre très pédagogique, vous déconstruisez notamment la notion de race qui a récemment refait surface dans le discours politique, et puis vous insistez également sur l'instrumentalisation du racisme et la notion de racisme d'État. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point? Il y a un paradoxe, c'est-à-dire qui consiste à dire les races n'existent pas, mais enfin, du point de vue scientifique, ça n'existe pas. On rappelle et on redémonte les notions scientifiques dans le début du livre. Mais les races n'existent pas et le racisme existe. Donc il y a un problème. Derrière ce paradoxe, il y a la question fondamentale, à mon avis, c'est à quoi sert le racisme? C'est-à-dire, le racisme a été, alors c'est toute une partie historique qu'on développe là, un instrument de domination. Et il a été utilisé pour justifier l'esclavage, pour justifier la colonisation, pour justifier aujourd'hui les divisions dans la société française et la mise à l'index d'un certain nombre de communautés ou de groupes désignés comme tels, depuis les Roms, les Noirs, les musulmans. Et donc on a une utilité, il y a une utilité du racisme, c'est le racisme comme instrument de domination. Et alors, en l'occurrence, on ne peut pas faire l'impasse, puisque vous en parlez aussi dans le livre, la politique d'Israël, qui est une politique de colonisation et de domination d'un peuple, en l'occurrence le peuple palestinien. C'est un peu paradoxal que des gens qui se revendiquent juifs, donc qui ont aussi cette histoire dont vous parliez tout à l'heure, se comportent comme ça vis-à-vis d'autres. Comment peut-on l'expliquer? On a du mal à comprendre quand même. Peut-être on ne va pas faire
non plus, nous, une essentialisation de tous les Israéliens comme se comportant comme. Nous avons aussi des amis israéliens. Il y a les refusniks, il y a un certain nombre de gens qui refusent la politique de l'État d'Israël. Il y a aussi beaucoup de gens qui, sans la dénoncer véritablement, quittent Israël aujourd'hui. Par exemple, des francophones, on parle beaucoup de l'ALIA, d'un certain nombre de Français qui iraient en Israël. Nous, on constate aussi beaucoup de retours et beaucoup de gens qui trouvent la société israélienne de plus en plus difficile à vivre à cause du militarisme, de cet apartheid qui existe, de l'impasse politique auquel mènent les crimes du gouvernement israélien. Mais en l'occurrence, ce gouvernement israélien se targue d'être élu démocratiquement. Vous me direz, en France aussi, on élit des gens démocratiquement, puis ils ne font pas forcément ce qu'on voulait. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même une récurrence dans l'élection de gens qui radicalisent la situation. C'est un gouvernement démocratique en France qui a mené la guerre d'Algérie, par exemple. Enfin bon, on pourrait prendre les situations de colonisation. La colonisation, elle a été menée dans ses débuts, on le rappelle, par Jules Ferry, par la Troisième République triomphante qui émancipait le peuple par l'école, etc. Et qui, en même temps, mettait sa patte sur l'ensemble de l'empire colonial français. Donc la question de la démocratie, ce n'est pas la question principale pour nous. Alors est-ce qu'on peut parler d'un racisme spécifique à l'égard des Juifs, à la fois d'un point de vue historique et aussi actuellement ? Tous les racismes sont spécifiques. Enfin, d'abord, initialement, ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est dire, j'ai développé une parole juive, mais il y a aussi contre le racisme et pas contre les racismes. Pour nous, il y a le racisme, instrument de domination, de désignation, de spoliation, de discrimination. Et à l'intérieur de ce racisme, il y a des spécificités selon les groupes qui sont désignés comme racisés. Et évidemment, il y a une spécificité de l'antisémitisme et de ses ressorts. Mais pour nous, ça n'est plus, même s'il y a un antisémitisme réel qui fait des victimes, enfin ça n'est plus le racisme majeur de notre société. Notre société est plutôt dominée aujourd'hui par l'islamophobie, la négrophobie qu'on a souvent tendance à sous-estimer, et puis le racisme contre les Roms, et le racisme contre les Asiatiques éventuellement aussi, dont on parle. Donc nous voulons appartenir à l'ensemble des racisés, victimes du racisme, et c'est avec les victimes du racisme que nous entendons le combattre, et aux côtés des musulmans visés par l'islamophobie, et par un racisme d'État aussi, l'affaire des mamans à qui on refuse d'accompagner les sorties scolaires parce qu'elles portent un foulard, c'est aussi une forme de racisme d'État, parce que c'est quand même une circulaire qui est à la base de ces comportements. Donc nous voulons construire en fait un nouvel antiracisme qui soit basé sur l'unité des mouvements. Et d'ailleurs nous avons sorti ce livre dans un meeting commun avec la Voix des Roms, le collectif contre l'islamophobie de France, et puis les brigades anti-négrophobie, et non, l'Union juive française pour la paix. Et sur ces bases-là, nous voulons reconstruire le mouvement antiraciste qui s'est évidemment fourvoyé dans l'ensemble qui aujourd'hui, peut-être à coup de subventions gouvernementales, n'est plus ce qu'il a été dans ses débuts, je pense à un mouvement en particulier. Oui, on a tous compris que vous parliez d'SOS Racisme. Donc, mais alors justement, dans le livre aussi, vous vous méfiez de l'antiracisme, vous vous méfiez de la judéophilie, enfin des choses qui sont un peu le miroir inversé du racisme. Alors, sur la spécificité, je n'ai pas tout à fait terminé sur la spécificité de l'antisémitisme. Bon, il y a une spécificité qui est la Shoah, certes, mais en même temps, nous rappelons parce qu'il y a eu d'autres génocides et qu'il faut aussi, il y a un danger à sacraliser la Shoah comme l'unique génocide en quelque sorte, ce qui est parfois fait, parce que ça empêche de voir les autres génocides et ceux qui sont en préparation, y compris parfois de façon inattendue, quand un certain nombre
députés d'extrême droite israéliens disent qu'il faut tuer les mères des terroristes parce qu'elles abritent des serpents, etc. On est dans un danger, au moins dans un discours qui est pré-génocidaire. Mais sur l'antisémitisme, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que il y a un parallèle quand même qu'on peut faire entre l'islamophobie actuelle et l'antisémitisme des années 30. Aujourd'hui, l'antisémitisme des années 30 n'est plus à la mode, mais rappelons-nous ce qu'on disait des Juifs dans les années 30. Ils avaient beau avoir des papiers français, ils n'étaient pas véritablement français. D'ailleurs, on leur a retiré leur nationalité. La déchéance de nationalité a été faite par le maréchal Pétain en concernant ces Juifs nouvellement devenus français. Ils n'avaient pas les mêmes mœurs que les Français. Leur religion les conduisait à des conduites communautaristes qui les excluaient de la République. Enfin, le discours des antisémites des années 30, on peut l'appliquer aujourd'hui. On pourrait ajouter le fait aussi que ces émigrés de Pologne, venus de Pologne, ils étaient pouilleux, ils prenaient tout le travail à bas prix, etc. On peut presque plaquer ça sur l'islamophobie actuelle. En même temps, il y a un phénomène nouveau et qui nous paraît aussi dangereux pour les Juifs. C'est le philosémitisme d'État qui consiste à prendre les Juifs et à les mettre en avant, alors qu'ils ont été rejetés par la société française pendant des siècles. Aujourd'hui, on a tendance à les mettre en avant, mais les mettre en avant, c'est aussi les mettre à part. À les mettre en avant et comme en fait des gens qui se sont bien intégrés, qui sont de bons républicains aujourd'hui. Et si on le fait, on a une raison pour le faire. On a une raison, c'est de montrer que cette communauté-là était intégrable, alors que d'autres ne le sont pas. Et donc, ce philosémitisme, il vise à opposer les Juifs bien intégrés aux musulmans qui seraient incapables de s'intégrer dans la société française. Et donc, ce philosémitisme, il a l'air d'être un amour des Juifs, mais en réalité, pour nous, c'est une mise à l'écart d'une forme particulière qui risque de se retourner contre les Juifs. Et à cet égard-là, elle est dangereuse et je pense que des gens comme Manuel Valls jouent avec le feu. Quand, par exemple, il fustige le port du foulard à l'université, donc les signes extérieurs d'appartenance religieuse seraient à bannir de la vie publique. Et puis, il y a un incident grave antisémite à Marseille. Le rabbin dit « ne portez plus la kippa dans les rues de Marseille ». Et mon Manuel Valls qui dit « mais si, portez la kippa ». Alors là, il y a une espèce de contradiction de deux poids, deux mesures qui est insupportable et qui, à terme, se retourne contre les Juifs et n'est pas favorable aux Juifs. Je distinguerai aussi, là encore, clairement, Juifs et Israéliens, parce que moi j'ai un peu l'impression que quand les Juifs quittent l'Europe occidentale ou les États-Unis pour aller vers Israël, ils perdent une partie de leur qualité de Juifs. Ils deviennent plus des Hébreux que des Juifs, et parce que chez les Juifs d'Europe, ça a été plutôt un domaine de diversité, et amalgamer une communauté juive française qui serait un bon exemple dans la société française, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, à la diversité des Juifs, ni à l'intérêt des Juifs de France. Alors une dernière question concernant un mot qu'on emploie très fréquemment actuellement, c'est le mot laïcité. Est-ce que la laïcité sert à combattre réellement le racisme ou à l'attiser au contraire à travers la stigmatisation d'une ou plusieurs religions ? La laïcité, c'est évidemment une valeur majeure. J'ai été enseignant. La laïcité, c'est un instrument d'émancipation, de liberté de penser, etc. Sauf que aujourd'hui, elle est instrumentalisée, et de plus en plus instrumentalisée, et en particulier par l'extrême droite, contre les musulmans, dont la religion serait intolérable dans l'espace public, dont on parlait à l'instant,
Et à cet égard-là, on arrive, enfin, à force de dire laïcité, laïcité, et de ne pas aborder les questions, d'interdire certaines paroles à l'école, etc., on aboutit en fait à faire haïr la laïcité par ceux pour qui elle pourrait être un instrument d'émancipation. Moi, je crois qu'il faut revenir à ce qu'est la laïcité. La laïcité n'est pas l'interdiction de la religion dans l'espace public. Dans ma bonne ville de Soissons, il y a eu récemment une grande procession catholique dans les rues. Depuis 1905, personne n'a trouvé à redire à des manifestations religieuses dans l'espace public. Et puis, la laïcité actuelle, la nouvelle laïcité pure et dure, elle vise essentiellement les musulmans. On en parlait pour l'instant, sur les signes religieux par exemple, il n'y a que le foulard qui serait une oppression, alors que le fait de porter une perruque quand on est une femme juive par exemple, pour ne pas montrer ses cheveux, c'est pas considéré comme un signe qui serait un signe d'oppression des femmes juives à qui d'autres femmes diraient non, ça c'est pas bien, ça c'est pas libéré ça. Merci beaucoup, Dominique Nathanson.